Nous avons l'honneur de recevoir ce soir Monsieur Richard Funel d'Auxois, qui a un passé d'une richesse infinie, mais tout tourne finalement autour de la même chose. C'est vrai. Vous pouvez me contredire si vous voulez. Non. Alors, je n'énumérerai pas tous les échelons qu'il a gravis depuis l'âge, je dis bien 4 ans, pas 44, depuis l'âge de 4 ans, et c'est impressionnant, il a à peu près tout fait en la matière. Donc nous avons là, et donc je n'énumérerai pas, et nous avons là un parfait spécialiste d'un sujet d'apparence futile, mais qui est en réalité très profond. La parole est à Monsieur Richard Funel d'Auxois. Merci, monsieur. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Alors, je vais vous parler, ce soir, je vais vous parler de l'opérette. L'opérette, cet art si décrié par les pouvoirs publics, et qui pourtant fait toujours recette, et a amené beaucoup de joie au fil des années à beaucoup de monde, que ce soit en France, en Allemagne, en Autriche, en Espagne avec la zarzuela, etc., etc. Alors, qu'est-ce que l'opérette, déjà? L'opérette, on l'a décrit, et pourtant c'est l'art le plus complet. Pour jouer une opérette, il faut savoir chanter, bien évidemment, hein, mais il faut savoir jouer la comédie, danser, savoir se changer de costume, porter un costume, savoir marcher avec, porter une cape, se servir d'une cape. Voilà, tout ce qui regroupe un petit peu cette magie qui fait l'opérette. À Maurice Lehmann, qui était le plus grand directeur de théâtre que l'on ait jamais eu, puisqu'il était directeur du théâtre du Châtelet et en même temps le directeur de l'opéra, un machiniste lui disait: quelle est la différence entre un opéra et une opérette? Et Lehmann lui avait répondu: à l'opéra on meurt, à l'opérette on se marie. Donc nous allons essayer de repartir sur la genèse de l'opérette et puis de franchir un petit peu toutes ces périodes qui ont vu grandir et éclater ce style si français. Charles Imbert disait que la première opérette aurait été écrite au XIIIe siècle. Je doute, je n'y étais pas. Mais comme quoi, on avait écrit une pièce à l'époque en alternant chant et texte, qui s'appelait Le jeu de Robin des Bois et de Marion. Alors je ne sais pas qui était cette Marion, ni ce qu'elle avait fait avec Robin des Bois. Mais enfin, il paraît que c'était une pièce qui a été fort prisée à l'époque, donc alternant chant et texte. Au XIVe, XVe siècle, bien sûr, nous avons les flabillots. Les flabillots qui étaient essentiellement faits de texte, mais où il y a eu des versions également chantées et jouées en comédie. Après, tout ça se calme sous la Renaissance, après début Louis XIII, Louis XIV, il n'y a pas tellement, puisqu'il y a la comédie ballet avec Louis XIV. La comédie ballet qui, dans certaines pièces de Molière, s'apparente considérablement à l'opérette. On voit ça dans Le Bourgeois Gentilhomme, on voit ça dans le Médecin malgré lui, et on voit ça surtout dans Le Malade imaginaire, avec l'intronisation d'Argan à la fin de la pièce. Donc tout ça ressemble à des opérettes, mais ce n'est pas encore l'essence même de l'opérette. Moi je dirais que le début de l'opérette vient avec Mozart. Mozart qui écrivait à sa sœur et qui disait « Je n'ai rien écrit aujourd'hui si ce n'est une petite opérette ». Alors évidemment, les critiques diront que c'est petit dans le sens déclassant. Non, c'était petit parce que pour lui, c'était joli. Et cette opérette qu'il a écrite, dont il parle à sa sœur, n'est autre que Bastien-Bastienne, qui a été une des premières œuvres reconnues de Mozart, et qui est véritablement le canevas, comme on dit en termes de métier, d'une opérette. L'Enlèvement au sérail, qu'il écrira après, a vraiment tous les ingrédients de l'opérette. Et là, on peut vraiment dire que c'est la première opérette qui fut créée. Dans sa Flûte enchantée, si on accepte le côté ésotérique de l'histoire, on voit bien qu'il y a les ingrédients d'une opérette à grand spectacle. Vous avez le prince, la princesse, les jeunes premiers, vous avez Papageno, Papagena, les fantaisistes, vous avez la vilaine et traîtresse reine de la nuit, qui fait le côté sombre de l'histoire.
il a vraiment essayé de composer cette Reine de la Nuit comme une grande féerie. Féerie qui sera repris beaucoup dans les opérettes, notamment à grand spectacle, que nous verrons plus tard. Il ne faut pas oublier aussi que dans cette flûte enchantée, sur scène, à l'époque de la création, il y avait des animaux, des lions, des girafes, etc. Parce qu'il voulait un monde enchanté, et ces animaux avaient été prêtés par le parc zoologique de Schönbrunn. Les animaux appartenaient à l'empereur. Donc il voyait déjà, effectivement, comme je le disais, ce côté féerique, mais ce côté grand spectacle que l'on verra dans des années 50 aux années 80. Et pour moi, Mozart est le premier compositeur d'opérette. Alors après Mozart, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est dans les années 1750, 1760, 70, où nous avons beaucoup d'opéras comiques. Alors, opéra comique de l'époque qui se rapproche de l'opérette d'aujourd'hui. Hein. Et il y a beaucoup de petits ouvrages qui sont créés dans des théâtres, notamment de province. Théâtres de province, surtout de villes portuaires. Pourquoi? Parce que les marins, quand ils étaient en relâche de la marine, étaient réquisitionnés pour faire les machinistes d'un théâtre, car dans un théâtre, comme sur un bateau, il y a à peu près le même fonctionnement. Tribord, bâbord pour les marins, cour, jardin pour les comédiens. Alors je fais un aparté, pourquoi cour, jardin? Alors il y a beaucoup d'explications. Il y en a une qui dit que la cour c'est le côté mauvais, le jardin c'est le côté du bien. Il y en a une autre qui dit que Jésus crie. Donc, côté droit, côté Christ. Et puis, il y a cette formule qui, pour moi, est la plus belle et la meilleure. Jésus, sur la croix, a regardé à droite le bon larron. Côté jardin, côté cour, c'est le côté du mauvais larron. Voilà. Donc, pour moi, c'est certainement la signification la plus importante et la plus juste de ce court jardin. Donc après ces petits ouvrages, alors petits par la réalisation, pas par le talent, des pièces de Grétry, etc., qui fourmillent hein, dans ce XVIIIe siècle, nous arrivons à l'Empire où là il n'y a vraiment rien d'intéressant au niveau du style de l'opérette, mais petit à petit, avec la Restauration et la monarchie de Juillet, fin de la monarchie de Juillet, on arrive à des ouvrages qui ressemblent de plus en plus à des opérettes, c'est-à-dire alternance de chant et de texte. Puis, nous arrivons à la période qui va devenir une période très faste pour l'opérette, c'est le 19e siècle. Avec le premier compositeur d'opérette véritablement, qui est Hervé. Hervé était organiste à Saint-Eustache, puis à l'église Saint-Roch, où il avait pu se faire embaucher, ce qui lui permettait d'avoir un logis gratuit à Bicêtre. À Bicêtre, sa chambre donnait sur l'asile d'aliénés qui était tout à côté. Et alors, ça lui plaisait de regarder les aliénés comme ça, voir comment ils réagissaient. Et il eut une idée extraordinaire. Il dit, mais si je leur écrivais un spectacle, ça pourrait peut-être les aider à recouvrer quelque peu de lucidité. Il en parle autour de lui, on lui dit que c'est impossible. Et puis en fin de compte, il écrit un ouvrage qui s'appelle L'ours et le pacha, tout un programme. Et il fait répéter et interpréter ce petit ouvrage par les aliénés, devant un auditoire de médecins reconnus, Trousseau, Nélaton, Ricord. Et il apparaît, médecine faisant loi, que les aliénés se portaient beaucoup mieux après avoir chanté et joué ces petites opérettes. Pourquoi? Ben simplement parce que ça apporte de la joie. L'opérette, c'est un style de joie. Ce n'est pas un style barbant, c'est pour ça qu'on ne nous aime pas, puisqu'aujourd'hui on veut que tout soit noir et laid et vilain. Mais l'opérette, ce n'est pas laid, pas vilain, l'opérette c'est beau, l'opérette c'est le faste, l'opérette c'est la joie.
Et si pendant 3 heures de spectacle, on oublie ses ennuis, eh bien c'est merveilleux. C'est du temps volé au temps. C'est ça qui est merveilleux. Alors ça lui donne l'occasion à ce brave Hervé d'écrire des opérettes. Il écrit une des premières qui est un petit chef-d'œuvre qui s'appelle Le Petit Faust, où il se moque du Faust, évidemment de Gounod. Et sa deuxième, enfin il en a écrit beaucoup, mais on ne va pas passer tout en revue, mais la deuxième œuvre marquante et qui se joue toujours, c'est Mamselle Nitouche, qui a été évidemment repris beaucoup de fois à Paris, notamment à la Gaîté Lyrique, avec Rélis et Germaine Roger, plus tard, plus proche de nous, au Bouffe Parisien, avec Jean-Marie Prolier, mais qui a eu surtout 2 versions cinématographiques très importantes, une avec Rému et l'autre avec Fernandel, qui a pu permettre à cette Mamselle Nitouche de rester dans la mémoire collective. Mais, vous savez que dans la vie, dès que vous êtes à un endroit, on essaye de vous l'en pousser. On l'a vu hier. Une autre personne commence à pointer son nez. Il est arrivé de Cologne. C'est un violoncelliste, paraît-il, émérite. Il suit des cours au conservatoire et il aimerait bien pouvoir être joué. Il s'appelle Jacob Herbst, mais comme il vient du village d'Offenbach, il se fera appeler Offenbach. Il commence à être organiste, lui aussi, décidément, c'est le rôle voué aux compositeurs d'opérette d'avoir été organiste. Et petit à petit, il rencontre du monde, et il arrive à être engagé pour l'orchestre de la Comédie Française. Mais il fait tellement jouer pendant les représentations qu'un jour la grande comédienne Rachel dit « Mais Phèdre, c'est de M. Racine ou de M. Offenbach ?» Donc, il est gentiment limogé de son poste à l'opéra. Petit à petit, il jouera alors dans des baraquements, parce qu'à l'époque, on ne jouait pas dans les théâtres. Il faut savoir qu'il y a un code du théâtre extrêmement strict, où on ne doit jouer que des personnages à pas plus de 3-4 personnages, où on n'a pas le droit de jouer dans des théâtres, parce qu'il ne faut pas contrarier la programmation des théâtres nationaux. Donc, il n'y a pas vraiment la liberté d'expression du théâtre. Cette liberté d'expression arrivera avec Napoléon III, qui adore l'opérette. Et là, Offenbach comprend que c'est un retournement extraordinaire, que c'est une avancée extraordinaire. Il comprend, mais ça marchait très bien avec Napoléon III, et surtout avec son demi-frère, le duc de Morny. Il comprend qu'il y a une envolée, une euphorie lyrique à ce moment-là. Et il commence à écrire ses premières œuvres, ses premières opérettes. Ce qui sera déterminant pour lui, c'est sa rencontre avec Hortense Schneider, grande cantatrice, pour qui il écrit La Grande Duchesse, La Belle Hélène, La Vie Parisienne, etc., qui a été certainement sa plus grande interprète, sa maîtresse également, alors qu'il vit une vie plutôt simple avec sa femme Hermine et ses enfants. Il a une vie débordante avec Hortense Schneider, pour qui il aime non seulement le talent sur scène, mais le talent peut-être en chambre. Donc, il écrit beaucoup pour Hortense Schneider. Hortense Schneider se fera aimer du public, aimer de tout Paris, aimer de l'Europe entière, car il ne faut pas oublier que pendant l'exposition de 1867, Hortense Schneider fait la rencontre du prince de Galles, le futur Édouard VII, qui lui fait la cour. Elle rencontre également Alexandre II de Russie, qui lui offre un diamant. Et il lui dit « Vous l'avez bien mérité ». Et elle lui a répondu « Je ne l'ai pas encore gagné ». Ce sera arrangé dans les 3-4 jours qui suivirent. Voilà. Donc, Hortense Schneider, qui, alors, pour clôturer avec Hortense Schneider, à cette exposition où il y avait tous les princes souverains ou détachés par leur maison royale ou impériale reçus, elle arrive en calèche et on lui dit « Madame, votre laissez-passer ». Elle dit « Je suis la grande duchesse de Gerolstein ». Et elle passe. C'est merveilleux. Voilà, alors d'autres personnes qui ont meublé
l'écriture d'Offenbach, c'est Silly, qui était une rivale d'Anton Schneider, et surtout Zulma Bouffard, qui a créé aussi bon nombre d'opérettes d'Offenbach et qui était évidemment la rivale incontestée de Hortense Schneider. Voilà un petit peu cette folie du Second Empire, parce que le Second Empire est un moment dans l'histoire de France où tout éclate. On aime rire, on aime s'amuser, on aime sortir. Et donc là, on voit que l'opérette a un jeu, aujourd'hui on dirait sociétal, moi je préfère un jeu social par rapport à la population de la France et de l'Europe. On nous parle beaucoup d'Europe, il faudrait peut-être commencer par une Europe des cultures. Et on verrait que ça marcherait beaucoup mieux. Car à cette époque, c'est ce qui a fait marcher le Second Empire, dans la joie, dans l'allégresse, dans une euphorie qui était vraiment très marquée par ce style, alors qu'on dira de gaudriole. Mais c'est très dur d'écrire de la gaudriole, c'est beaucoup plus dur d'écrire quelque chose qui fait rire que quelque chose qui fait pleurer, croyez-moi. Et ça a vraiment marqué le Second Empire. Dans les années 70-80, on joue encore de l'Offenbach. Il fait de nouvelles versions de ses pièces, notamment de La vie parisienne, où il réécrit des airs, où il réécrit un acte et en enlève un autre, où il fait une espèce de tambouille de cette vie parisienne qui, d'ailleurs, aujourd'hui, n'a toujours pas vraiment de livret très structuré, mais qui plaît parce que il y a cette joie, voilà, cette joie, cette fougue qui emmène le spectateur. La Belle Époque, elle voit venir à elle l'opérette viennoise, qui jusqu'alors était restée sur Vienne avec Strauss, notamment sous l'empire de François-Joseph et de la fameuse Sissi, où là il crée plusieurs opérettes, notamment j'ai un trou. Pour un marquis de si belle... La chauve-souris, merci beaucoup. Et ces musiques, tout ça arrive en France avec la fin du Second Empire et arrive au niveau de la Belle Époque. Et arrivent surtout des compositeurs extraordinaires comme Franz Lehár, Émeric Kallmann. Alors Franz Lehár, il a écrit bien sûr dans La Veuve joyeuse heure exquise qui nous grise lentement, voilà. Et puis il écrit une pièce qui s'intitule la Jaquette jaune pour le grand ténor allemand Richard Tauber, qui devient de plus en plus infirme de ses jambes et qui veut un rôle où il n'a pas beaucoup à bouger. Et donc il fait le rôle d'un prince chinois. Et puis cette pièce se joue, ça ne marche pas vraiment, on la remodèle, on la refond, on ajoute des airs et ça devient Le pays du sourire, avec cet air, alors évidemment il y a le duo, prendre le thé à deux comme des amoureux, c'est merveilleux, il y a ça, mais il y a surtout je t'ai donné mon cœur, tu tiens en toi tout mon bonheur, voilà, hein, donc des airs qui ont passé les générations. Et puis Émeric Kallmann, extraordinaire musicien, qui a écrit Princesse Xardas, qui est absolument magnifique, qui a été beaucoup repris, qui est toujours joué d'ailleurs, parce que c'est une œuvre maîtresse de l'écriture de Kallmann. Donc on est vraiment là, dans l'opérette, où on commence à avoir du faste. Du faste. Et puis nous arrivons, eh bien, aux années folles. Et là encore, regain de la société, regain de la France, regain du mouvement, et nous arrivons aux opérettes dites 25, qui commencent à avoir une influence de l'Amérique, des rythmes américains. Et c'est pour ça que nous allons avoir beaucoup de compositeurs qui vont être très inspirés dans leur écriture, dans leur composition, des rythmes américains, des one-step, des gallops, des swings, etc. Ils sont très imprégnés de ça. Et nous avons évidemment une grande vedette de la scène, du music hall, qui va être un des précurseurs de ce genre d'opérette, c'est bien sûr Maurice Chevalier. Maurice Chevalier qui crée
d'abord Là-haut de Maurice Yvain, qui est une pièce extraordinaire où l'histoire c'est un homme qui rêve qu'il a eu un accident de voiture et qui se retrouve au paradis et qui du paradis revient sur terre et voit tout ce que les autres font, mais lui il ne les voit pas. Mais eux ne les voient pas. Et donc c'est assez amusant, c'est assez bien écrit. Et puis c'est là-dedans qu'il y a le premier, le seul, le vrai paradis, c'est Paris. Voilà. C'est là aussi que des morceaux qui jouent en même temps pour la gloire de la France. On est toujours cocorico. Et ça depuis le Second Empire, on est cocorico. Il y a toujours un mot sur Paris, il y a toujours une référence à la France, etc. C'est bien fait. D'ailleurs, avant les années folles, pendant la guerre de 14, on a écrit beaucoup d'ouvrages aussi qui se passent pendant la guerre de 14 pour essayer de garder un souvenir vivant de ce qui s'est passé et de ce dont ont souffert les soldats. La cocarde de Mimi Pinson, les 28 jours de Clairette, voilà, toutes ces pièces qu'on dit de comiques troupiers sont en réalité des pièces qui montrent ce qui s'est passé pendant cette guerre de 14 que on aimait monter d'ailleurs, hein, jusque dans les années 80-90, moi je l'ai fait. On les jouait toutes ces pièces, la fille du tambour-major d'Offenbach, Ignace après, etc. On jouait ça le 11 novembre, pour célébrer le 11 novembre, parce qu'il y avait possibilité de mettre en scène la fanfare municipale. Et donc, la fanfare quittait le cimetière ou l'église où il y avait eu un souvenir aux morts, et ils allaient au théâtre, et ils rentraient sur scène, et là, évidemment, la salle était en délire, et il y avait encore le côté cocorico, le côté « je suis français et j'en suis fier ». Voilà. Donc, pour revenir à nos années 25, Chevalier va créer la pièce qui le rendra véritablement très très célèbre, c'est Dédé. Parce que dans Dédé, il y a cette chanson alors là, qui a passé les générations, c'est « Dans la vie, faut pas s'en faire, moi je ne m'en fais pas, les petites misères seront passagères, tout ça s'arrangera. » Voilà, donc ça a été un succès énorme. Mais là, on sent ce que je vous disais tout à l'heure, on sent le style swing américain qui commence à arriver. Et entre Christinet, qui a écrit Dédé, et Maurice Yvain, qui a écrit Là-haut, et plein d'autres pièces, Maurice Yvain est un compositeur extraordinaire qui a écrit Ta bouche, Pas sur la bouche, Là-haut, Yes, Bouche à bouche, qui sont des petits chefs-d'œuvre chacun de musique, car c'est extrêmement bien écrit musicalement. Et en même temps, les textes sont de qui? Eh bien, ils sont d'Yves Mirande et de Wilmetz, le grand Wilmetz, qui deviendra après ça le président de la Société des auteurs. Voilà, qui est un grand auteur d'opérette. Et alors, les années 25 ont un style très personnel, car dans les textes, et surtout dans les paroles des chansons, il y a beaucoup d'élision, comme on faisait à cette époque. On ne dit pas élision, parce qu'on veut faire rentrer un maximum de mots dans un minimum de notes. Donc, pour ce faire, on fait des élisions. Et ça, c'est un style très particulier de l'écriture française, très particulier des années 20-30. Voilà, c'est tout à fait français. La rupture va se faire avec un compositeur extraordinaire. Là, c'est vraiment de la très grande musique, de la très haute musique. C'est monsieur André Messager. Et là, c'est merveilleux. André Messager, qui a été le directeur de l'opéra, qui a été le directeur du conservatoire, qui a écrit plusieurs pièces qui n'ont pas fait succès, jusqu'au jour où il écrit la fameuse Véronique. De ci, de là, quinca, va chemine, va trottine, va petite âne, va de ci, de là, quinca, le truc, voilà. Hein, et puis, poussez, poussez, l'escarpolette, voilà. Et ça, donc, ça va devenir un succès énorme. Et Véronique va vraiment redonner à la musique de ce genre de théâtre une noblesse, une vraie noblesse d'écriture, une vraie noblesse de thème. Et là encore, cocorico, on loue Louis-Philippe,
on est heureux de la garde française, on est heureux de ce qu'était la vie pendant la monarchie de Juillet. Allons, partons pour Romainville. Voilà, le dimanche, on allait à Romainville, passer la journée, manger dans des guinguettes, etc. Voilà, on est fiers de notre héritage, on est fiers de ce qui a fait la France. Voilà. Et voilà pour arriver à Messager, qui pour moi est un grand auteur. Mais Messager n'est pas le seul. En suivant, vous aurez Victor Massé également, et puis un autre très grand musicien qui écrira son œuvre maîtresse comme Messager a écrit Véronique, c'est Reynaldo Hahn, qui écrira Ciboulette. Moi, je m'appelle Ciboulette, ça sonne clair comme une chanson. Et puis aussi, nous avons fait un beau voyage, nous avons fait un beau voyage. Voilà. Donc, c'est là aussi des pages extraordinaires, un sujet merveilleux qui se passe, alors lui, sous le Second Empire, mais où on voit des personnages intéressants comme Olivier Métra, des compositeurs comme ça de l'époque, où on fête le muguet et on l'apporte à l'empereur comme il se devait. Dans le temps, on l'apportait aussi au président de la République. Je ne sais pas si c'est encore valable, je ne crois pas. Voilà, il y a tout ça. Encore une fois, l'armée est au cœur, les dragons, les hussards, etc. Et cocorico, et cocorico, et cocorico. On est encore une fois fiers de son héritage. Voilà. Et puis, alors là, nous arrivons dans une phase, parce que je ne peux pas tout passer en revue, ça durerait beaucoup trop longtemps. Je passe comme ça, j'effleure de mon aile, mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Et là, nous arrivons à un autre... Alors déjà, je vous parlais qu'il y avait plusieurs styles d'opérette. Là, on a déjà l'opérette classique avec Planquette, Varnet, Lecoq, qui ont écrit 3 œuvres aussi qui restent dans les annales. Planquette, les cloches de Corneville. Digue, 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 donc, sonne, 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 va petit mousse, le vent te pousse, et puis, j'ai fait 3 fois le tour du monde, et les dangers font mon bonheur. Voilà, ça, c'est les cloches de Corneville. Il y a Varnet, les mousquetaires au couvent. Pour faire un brave mousquetaire, il faut avoir l'esprit joyeux. Voilà. Ça aussi, c'est resté dans les mémoires. Et puis, il y a Lecoq avec la fille de Madame Angot. De Madame Angot, je suis la fille, elle la fille Angot, tiens de famille. Et là encore, ça se joue encore, et là encore, cocorico. On est fiers de son héritage. Et dans la fille Angot, non seulement on est fiers de son héritage, mais on fait une satire de l'époque du Directoire, mais aussi une satire des royalistes à l'époque du Directoire, et de tous les hommes politiques. Ce n'était pas la peine, non pas la peine assurément, de changer de gouvernement. Ça tombe bien, non? J'y suis pour rien. C'est l'histoire. Et donc voilà, donc nous avons ce style opérette classique, opérette offenbachiale, opérette viennoise, que l'on voit beaucoup surgir à la Belle Époque, opérette 25. Et maintenant, ce qui arrive dans les années 30, c'est l'opérette marseillaise. Nous sommes en plein avec Pagnol, où il commence à tourner tous ses films et à écrire beaucoup de musique de films pour des œuvres qui se passent dans le Midi et notamment à Marseille. Eh bien, avec son gendre, Alibert, qui a été une grande vedette d'opérette et de variété, ils écrivent avec René Sarville des livrets d'opérette extrêmement désopilants, dont 3 de la Marine, Au Pays du Soleil, et celle qui a marqué évidemment les générations, c'est Un de la Canebière, dans lequel il y a évidemment le plus beau de tous les tangos du monde. Voilà. Et puis aussi, vous avez l'éclat de la rose et la fraîcheur du jasmin. Et puis on connaît dans chaque hémisphère notre canebière. Voilà, alors là, ça a déchaîné. Alors c'était monté avec des petits moyens, hein, mais ça a déchaîné évidemment, encore une fois, une joie de vivre, un bonheur. Et j'avoue que ces pièces sont extrêmement bien, moi qui les ai jouées, je peux vous dire que ce sont des pièces extrêmement bien écrites, où le texte a beaucoup d'importance, ce sont de véritables vaudevilles,
car l'opérette s'est inspirée évidemment du bel canto pour le chant, mais du vaudeville pour les textes. Donc on retrouve dans ces pièces-là du vaudeville et même déjà les précurseurs du boulevard, du théâtre de boulevard. Car il faut bien différencier le vaudeville et le boulevard. Même si ça se passe sur les boulevards, il y a le vaudeville qui est très calibré, très bien structuré, le boulevard qui est bien structuré aussi, mais qui va plus loin que ne va le vaudeville. C'est pas tout à fait la même écriture. Et là, on est au début du boulevard. Et là encore, qu'est-ce qu'on chante? Marseille, la Canebière, on est heureux de vivre dans son pays, on est heureux de fêter ce qui se passe dans son pays. Tout ça, ce sont des phénomènes de société où l'opérette, à chaque fois, est prise comme fer de lance. Et ça, c'est très important. Et puis, à la fin des années 30, nous arrivons malheureusement à la guerre de 40. Là, évidemment, il ne se passe rien. Rien du tout. On joue encore des opérettes, mais on joue toujours les mêmes. On prend dans le répertoire français, on prend dans le répertoire pas 25, parce qu'on ne s'oserait pas avoir des rythmes qui viennent de l'Amérique, sous l'occupation. Donc on joue essentiellement des pièces plutôt à caractère classique. La Fiango, pas trop non plus, parce que c'est un peu subversif, donc on n'ose pas. Et puis arrive la fin de la guerre, et là arrive les 30 Glorieuses, et un mouvement extraordinaire, dont là l'opérette va véritablement être le fer de lance, avec, en 1945, la rencontre d'un homme et d'un chanteur, d'un compositeur et d'un chanteur. Il s'agit de Francis Lopez et de Luis Mariano. Et là, le 24 décembre 1945, on crée dans un tout petit théâtre qui s'appelle la Gaîté Montparnasse, une pièce qui devait durer que 3 semaines. On vient voir Francis Lopez un soir dans sa loge parce qu'il passait à Bobino. On lui dit voilà, le directeur de la Gaîté Montparnasse voudrait te voir. Et il y a l'auteur, Marc Cap, qui est là. Il dit oui, je crois qu'il est il a des problèmes. Et le directeur arrive, il dit voilà, est-ce que vous auriez un ouvrage pour moi dans 3 semaines? Je devais avoir une pièce avec Édith Piaf, elle ne veut pas la faire, ça ne se fera pas, je n'ai rien, mais c'est juste pour sauver le coup, est-ce que vous auriez quelque chose? Lopez fait immarquable. Alors, en homme de théâtre chevronné, en homme de revue chevronné, lui dit oui, laissez-nous 48 heures, on vous propose un projet. Et là, Lopez lui dit mais j'ai rien. Il dit quand un directeur te demande quelque chose, il faut toujours dire oui. Première chose. On ne sait jamais. Et ils n'ont pas de thème, ils n'ont rien. Et ils appellent un auteur extraordinaire qui est natif de... Enfin, qui est natif du côté de Marseille et qui passe sa nuit dans les bars. Donc ils font tous les bars au téléphone, ils arrivent à le trouver. C'est Raymond Vincy. Raymond Vincy qui va écrire évidemment quasiment la totalité de toutes les opérettes d'après-guerre et des pièces de théâtre extraordinaires, dont des titres qui ont fait recette avec Jeanne Sourza, etc. Et Vincy dit oui, peut-être quelque chose. Bon, je prends le train demain et on voit ça. Et puis Vincy avait une opérette qui se passait chez les Gitans. Alors bon, Lopez trouvait ça plutôt bien, vu qu'il était d'origine espagnole. Et il dit ça s'appelle Mariage à l'essai. C'est pas un titre terrible. Et puis ça devait être écrit pour Rina Ketty. Alors Lopez dit on n'a pas Rina Ketty, je vois pas ça très bien. Alors on va appeler ça Amour Gitan si tu veux. Il dit oui mais c'est pas terrible. Il dit écoutez, moi j'ai rencontré un jeune chanteur extraordinaire. Il a un physique, il a une voix formidable. Écoutez-le, je crois qu'on peut miser sur lui. Évidemment c'était Luis Mariano. Et là le titre change et on appelle ça La Belle de Budapest. Et Mariano dit mais pourquoi ne pas faire passer l'action en Espagne puisque je suis espagnol et que Lopez est espagnol. Et de là ça devient La Belle de Cadix. La Belle de Cadix qui a été un triomphe parce que partie pour 3 semaines elle a duré 4 ans. Donc ça a été un triomphe extraordinaire. La consécration de Mariano bien sûr qui était
un petit peu connu, mais pas trop. Hein. C'est grâce à La Belle de Cadix s'il est devenu le grand Luis Mariano. Et Lopez, qui avait écrit pas mal de chansons, dont Robin des Bois, Honolulu, pour Guettari, etc., mais n'était pas encore la vedette qu'il va devenir avec la Belle de Cadix. Et à partir de là, se crée un mouvement pour écrire des opérettes qui tiennent aussi de la revue et du très grand spectacle. Et là, on arrive à l'opérette à grand spectacle. L'opérette à grand spectacle, c'est aussi des opérettes américaines que l'on joue comme l'Auberge du Cheval Blanc, qui est l'opérette la plus jouée au monde. La bonne auberge du Cheval Blanc. Voilà, ça a été un succès qui perdure toujours. Hein, c'est toujours une pièce jouée. Et il y a eu aussi Rosemary. Oh ma Rosemary, les fleurs de la prairie. Voilà. Donc ça, ce sont des œuvres qui ont marqué l'opérette à grand spectacle, jouée au Châtelet à partir de 28 à 49, avec ce grand magicien de la scène qu'était Maurice Lehmann. Et là, il va monter toutes ces pièces en grand spectacle. Il prendra des airs de Strauss pour en faire une pièce qui s'appellera Valse de Vienne, où il y a tous les airs principaux de Strauss et qui raconte l'histoire entre le père Strauss et son fils. Parce qu'en fin de compte, nous connaissons nous surtout le fils Strauss et pas le père. On connaît Johann Strauss Junior surtout. Et donc c'est cette histoire plus ou moins heureuse entre le père et le fils, évidemment avec un happy end merveilleux, mais voilà, c'est un peu le fil conducteur de cette opérette, et ce sont des très grands spectacles. Et avec le phénomène Mariano, la Gaîté Lyrique, qui était aussi un théâtre pour l'opérette à grand spectacle, apprennent que Lopez aurait dit dans une interview comme quoi sa prochaine opérette serait jouée à la Gaîté Lyrique. Et là, Roger Montjoie, qui était le directeur de la Gaîté Lyrique, appelle Lopez, il dit « Bonjour cher monsieur, je suis Roger Montjoie, le directeur de la Gaîté Lyrique, j'ai appris que votre prochaine opérette se jouerait chez moi. J'en suis fort aise. Eh bien maintenant, je vous attends. » Donc Lopez pris au jeu de sa petite manigance, parce que tout ça n'était pas fortuit, c'était réfléchi. Et arrive, et ce sera une des plus belles opérettes de Lopez, Andalousie. Où il y a le fameux Andalousie, ami à pays d'amour. Et puis la fameuse prière, Santa Maria. Et à partir de ce moment, on va voir que l'Église, la religion, va avoir beaucoup d'importance dans les opérettes que l'on va créer. Il est bien rare qu'il n'y ait pas une prière. Il est bien rare qu'il n'y ait pas un couvent, un cardinal, un prieur, des nonnes. Tout ça va tisser considérablement le tissu de la France que l'on veut voir renaître. Henri Varnat, grand directeur, magicien de la scène, du théâtre Mogador, lui a très vite compris le système. D'abord, il était très porté sur la religion, donc il aimait bien dans ses opérettes mettre un tableau, encore une fois, un couvent. Bon. Mais il comprend très vite les attentes des Français. Et il engage un jeune baryton et une jeune soprane qui viennent de se marier, Marcel Merkès et Paulette Merval. Et là, Varnat va créer le couple parfait du français moyen. Le couple parfait qui va interpréter ces œuvres qui sont si entraînantes, si merveilleuses, etc. Il va créer vraiment l'attente des Français. Et là, encore une fois, phénomène de société avec l'opérette. Quand Marcel Merkès et Paulette Merval auront leur enfant, vous savez que dans le métier, on aime plutôt cacher ce genre de choses. Je rappellerai une anecdote qui était arrivée à Claude François, quand il a eu son second fils. On lui a dit, ah non, un fils, c'est une erreur, 2 fils, c'est une famille. Donc il faut cacher le deuxième. Et le deuxième n'est apparu que très tard dans la carrière de Claude François. Personne ne sait qu'il a un deuxième fils. À tel point que, quand il était chez lui,
il faisait monter le premier, descendre le second, comme il se ressemblait comme deux gouttes d'eau, pour que tout le monde participe un peu au jeu, aux réjouissances, et personne ne savait qu'il y avait des fils. Au contraire, Varna va se servir de ça. C'est le couple parfait, c'est le couple modèle. Ils sont unis à la scène comme à la ville, ils ont un enfant. Ils sont véritablement dans le projet de société que l'on veut créer après la guerre. Et ça, c'est très important. Et dans toutes les opérettes, quasiment toutes les opérettes, qu'ont créé Merkes-Merval à Mogador, il y a un tableau qui a un rapport avec la religion. Alors, je vous disais, dans l'Andalousie, Lopez écrit le Santa Maria. Dans les Amants de Venise, que prend comme thème Mogador, il y a un couvent avec des nonnes, il y a un cardinal et il y a une prière au Maria. Quand on passe après au Châtelet, avec Méditerranée et Tino Rossi, la première fois que Tino Rossi monte sur scène pour jouer une opérette, c'est au Châtelet, c'est avec Lopez et Vinci, Lehmann à la direction, c'est Méditerranée. Méditerranée, succès mondial. Dans cette opérette, il y a une prière. Vierge Marie, mon corps s'ouvre à toi. Il y a toujours ce rapprochement à la religion, à cette idée de monde parfait d'après-guerre. On essaie de faire un monde parfait. Et dans les opérettes qui sont à Mogador, c'est pareil. Quand Tino Rossi va jouer Naples au baiser de feu en 57, il y a aussi une prière à San Gennaro, parce que ça se passe à Naples. Donc, c'est San Gennaro. Oui, il y a toujours un rapport avec la religion. Et ça, je trouve ça très important pour le ciment qu'on a voulu créer après-guerre. D'ailleurs, certains airs qu'on a écrits pour les églises, ont parfois des connotations un peu d'opérette. Ça chante bien, c'est agréable, ça pourrait faire un beau chœur d'opérette, ça pourrait faire trois anges sont venus ce soir. Ben, ça pourrait très bien être un air d'opérette. Hein, Gloria. C'est merveilleux, ça c'est un chœur d'opérette, vous voyez. Et d'ailleurs l'église ne sera pas toujours tout à fait d'accord avec les musiques qu'on emploiera parce que ça ressemble un peu trop à ce qu'on appelle le lyrique léger. Je ne vois pas en quoi c'est léger, si ce n'est pas comme des bulles de champagne, mais à part ça, je ne vois pas que ce soit très léger, car les pièces sont généralement lourdes à monter, lourdes à jouer, car ce sont des gros ouvrages. Et donc, nous avons cette rivalité Châtelet, Mogador, mais une rivalité saine, qui permet à chacun des metteurs en scène, à chacun des directeurs, de se surpasser en montage, en grandiose, en merveilleux. Au Châtelet, il y avait possibilité de monter les animaux sur scène. Donc, dans bon nombre d'opérettes, il y avait les chevaux, il y avait les cascadeurs, les bretteurs, etc. Au Mogador, on ne pouvait pas monter les chevaux. Donc, il fallait inventer quelque chose où il puisse y avoir les chevaux. Donc, dans Violettes impériales, on met un carrosse dans un médaillon évidé, avec 2 chevaux, un carrosse qui est monté sur une machinerie qui avance, avec les chevaux qui... Et quand on fait exploser le carrosse s'ouvre en deux, etc. etc. Voilà. C'était à celui qui allait rivaliser de merveilleux, de grandiose, etc. Alors tiens, puisqu'on parlait de Violettes impériales, je vais vous poser une petite question. Hein, c'est question pour un champignon. Oh, je ne sais pas. Mais attention, il y a un piège dans la question. Hein, il y a un piège. De quelle opérette est tiré L'amour est un bouquet de violettes? L'amour est un bouquet de violettes? Non. Vous savez pas? Donc vous allez être punis. Eh bien, il s'agit de Violettes impériales. Mais pas l'opérette, le film. Car là, l'opérette commence à franchir la porte des studios de cinéma. Alors, il y a l'opérette Violettes impériales qui a été créée par Marcel Merkes à Mogador et dont la musique est de Vincent Scotto. Mais il y a le film
dont la musique est de Francis Lopez, jouée par Luis Mariano et Carmen Sevilla. Et ce qui est resté véritablement célèbre, c'est L'amour est un bouquet de violettes, hein, c'est l'air du film. Et beaucoup de personnes, quand on joue Violettes impériales, encore aujourd'hui, sont interloquées et disent, mais on n'a pas entendu L'amour est un bouquet de violettes. Et là, on est obligé de dire, oui, non, mais c'est pas là-dedans. C'est dans le film, donc il faudra aller au cinéma. Voilà, ça sont des petites anecdotes assez amusantes. Donc voilà l'opérette des années 50 qui n'est que faste. Mais quand je dis faste, c'est faste. Ce sont des opérettes en 20, 25, 30 tableaux. Hein, il y a une machinerie derrière extraordinaire. Quand on est au Châtelet, on se prend pour Gulliver au pays des géants. Tellement c'est immense, c'est extraordinaire. Et les opérettes sont toutes des succès. Le Chanteur de Mexico, évidemment créé en 1950, est le plus gros succès de l'opérette actuellement. Elle a été jouée 905 représentations consécutives à la création. C'est quelque chose d'extraordinaire. La première année avec Luis Mariano, bien sûr. La deuxième année avec Rudy Irigoyen. Voilà. Après, il y a une reprise de l'Auberge du Cheval Blanc, qui faisait partie du répertoire maison, et que pour garder les droits, on remontait tous les 7 ans. Voilà. Donc on est obligé de les remonter. Et puis il y a Valse de Vienne aussi, qui fait partie du répertoire maison, que l'on remonte, et hop, on revient à une création, généralement du Lopez. Nous avons La Toison d'Or. Alors La Toison d'Or est importante parce que c'est tiré d'un roman de Pierre Benoît. Et on commence à vouloir rendre les choses un peu plus culturelles, entre guillemets, où on s'aliène des auteurs à succès, mais Pierre Benoît qui était académicien. Et donc il y aura 2 opérettes de Pierre Benoît qui seront mises en opérette par Raymond Vinci, musique de Lopez. C'est Pour Don Carlos, avec Georges Guettari, et La Toison d'Or, avec André Dassary. Alors c'est pour ça que Varna répond, forcément. Les rivaux se répondent. Je vous parlais tout à l'heure, qui est de Michel Zavaco, et Les Amours de Don Juan, qui est de Lord Byron. Vous voyez, on se répond comme ça, constamment. Mais c'est bien, c'est une rivalité saine, ça permet de se surpasser, de monter en puissance. Et puis, hormis le Châtelet, la Gaîté Lyrique et Mogador, il y a aussi ce qu'on appelle les petites opérettes, style comédie musicale, qui vont se créer notamment à Bobino, à l'Alhambra, à l'ABC, dont une opérette qui va révéler au grand public un fantaisiste extraordinaire qui avait joué déjà des opérettes, le Maharaja, Monsieur Nanard, parler des titres, c'est pas très encourageant, qui était dû au talent de Bruno Cocatrix, et qui va, aux côtés de Georges Guettari et d'Annie Cordy, créer La Route fleurie. Et là, c'est un phénomène aussi de société. Prenons la route fleurie qui s'en va vers le bonheur. Vous voyez, on parle de joie, on parle de bonheur, parce que la partie comique dans l'opérette est très importante. L'opérette est faite de parties du thème. Alors, si c'est un thème amusant, si c'est un thème des pays, si c'est un thème royal, si c'est un thème, etc. Ça, c'est la base du thème. Après, vous avez l'histoire d'amour entre les 2 protagonistes. Vous avez généralement les haineux, c'est-à-dire le baryton et une seconde chanteuse. Puis vous avez les fantaisistes et les comiques, car la partie comique est très importante. Il y a des tableaux entièrement faits que de comiques, mais tout ça est dilué dans l'histoire, ce qui fait que ça fait des spectacles, effectivement, très complets. Il y a des ballets magnifiques, des décors extraordinaires, des costumes somptueux, et c'est ce qui va marquer toute cette décennie, un peu plus même, on va dire de 47 à 60. À partir des années 60, on change un peu de thème. Tout en faisant du grandiose, on change un peu de thème. Et Lehmann comprend que le public est en train de changer. Donc il demande des opérettes à des compositeurs qu'on n'attend pas forcément dans le style. Gérard Calvi pour la Polka des Lampions de Marcel Achard, avec Georges Guettari et Jean Richard. Très bonne pièce, qui est plus ou moins la version française de Certains l'aiment chaud. C'est le film avec Tony Curtis et Jack Lemmon. Et puis, surtout, il va créer une opérette très importante sur un texte de Frédéric Dard, une musique de Charles Aznavour, des paroles extraordinaires de Jacques Plante. C'est
Monsieur Carnaval, avec Georges Guettari, Jean Richard, et c'est dans ce Monsieur Carnaval, le grand air, c'est la bohème, la bohème. Parce que c'est pas Aznavour qui l'a chanté, le premier. C'est Georges Guettari, c'est le grand air de l'opérette. Charles Aznavour en fera un air célèbre de variété. Mais à la base, c'est le grand air de l'opérette. Vous voyez, donc on évolue, point de vue musique, on évolue un petit peu. Et puis, Maurice Lehmann rend son tablier. Ça fait 40 ans qu'il est à la tête du Châtelet, il est fatigué. Il cède son fauteuil à Marcel Lamy, grand directeur également, qui dit « Moi, je ne conçois pas de reprendre le théâtre sans Mariano et Lopez. » Donc il appelle Lopez, il dit « Oui, j'ai un sujet. Mariano voudrait faire ça depuis longtemps. C'est un sujet sur Goya. » Ah, il dit « C'est un beau titre, Goya, c'est bien, etc. » Et puis, l'écriture commence, on commence à se rencontrer, on parle, etc. Et on apprend qu'à l'opéra, on allait faire la création d'un ballet qui s'appelait Goya. Donc on dit, là, le titre, c'est foutu. En plus, le ballet retraçait les époques noires de Goya. Donc il dit, là, ça va nous plomber la pièce, c'est pas la peine. Et là, Lopez a un trait de génie, comme souvent ça lui arrivait. Il appelle la pièce Le Prince de Madrid. Et là, nous avons une opérette fabuleuse, fabuleuse. Des décors, des costumes, enfin là, on sent qu'il y a une dépense pharaonique d'argent, c'est phénoménal. On crée Le Prince de Madrid avec Luis Mariano, Maurice Baquet, toujours le fantaisie excellent, Lucien Lupy, pour ceux qui se souviennent, qui était un baryton, toujours chantant les choses noires, comme ça, très bon baryton. Et la pièce fera 2 ans et 600 présentations. C'est quand même extraordinaire. Après ça, nous avons une reprise de l'Auberge du Cheval Blanc dans une nouvelle version qui fait 1 an. Et puis nous avons le retour de Mariano avec la plus grosse opérette qu'on ait jamais créée au Châtelet, qui est la Caravelle d'Or. Une pièce en 2 actes et 38 tableaux. Alors là, c'était énorme, énorme, à tel point qu'on a dû reculer la date de la création de 2 jours, parce que quand on a eu placé les caravelles comme ça, les culs de caravelle comme ça, sur le plateau, qui était le tableau final, on n'a jamais pu les re-rentrer en coulisses tellement c'était gros. Donc il a fallu les casser et en refaire d'autres. Voilà, tout était fait complètement en démesure. C'était immense, c'était magnifique, la pièce était très belle. Elle retraçait l'histoire d'amour entre Don Pedro de Bragance et sa belle-sœur Marie-Françoise de Nemours, qui avait épousé sous les vœux de Louis XIV, le roi de Portugal, et qui devient fou, et qui en fin de compte, le mariage est annulé, peut épouser Don Pedro. Enfin, vous voyez, c'était une histoire comme ça, mais très belle, qui fait penser quelque part aussi au Don Carlos de Schiller. Ça a un côté aussi très, très pesant, très prenant. Et malheureusement, cette pièce n'arrivera pas à bon port, puisque cette pièce créée au mois de décembre par Mariano verra la mort de Mariano quelques temps après, puisqu'il quitte le théâtre au mois de mai et il décède au mois de juillet. Donc la pièce évidemment est freinée dans son élan. La personne qui remplace Mariano, qui était sa doublure, Juan Pereniguez, quelqu'un de très bien, qui s'est très bien acquitté de sa tâche, parce que remplacer, doubler quelqu'un, c'est une chose. Remplacer un mort, c'est autre chose. Et surtout quand ce mort est la vedette qui était Mariano. Il s'en est très bien sorti, mais la pièce, évidemment, est allée sur les flots, pas toujours comme il faut, et la pièce s'est éteinte petit à petit. Mais attention, à l'époque, on disait que ça n'avait pas marché parce que ça avait dû faire 300 représentations. Aujourd'hui, on s'émeut. J'entends tous ces présentateurs minables de télé qui s'émeuvent parce qu'une pièce fait 2 mois. À l'époque, on faisait 3 ans. Donc, il y a de quoi rigoler quand même. Il y a de quoi rigoler. Donc, pour l'époque, la Caravelle d'Or n'est pas un gros succès. Mais par rapport à aujourd'hui, ce serait évidemment le spectacle du siècle. Après la Caravelle, Marcel Lamy décède lui aussi. On crée une opérette de lui sur une musique d'Henri Bourter qui s'appelle Louisiane mes amours, qui ne remplit pas la salle. Ils sont obligés de déposer le bilan et la ville de Paris veut récupérer le Châtelet pour en faire autre chose. Déjà à l'époque, là, les chœurs, les machinistes, tout le personnel du Châtelet se mobilise,
font une marche sur Paris et crient au maire de Paris, rendez-nous le Châtelet, rendez-nous notre bien, rendez-nous le Châtelet. Et évidemment, comme c'est toujours en France, faites don et on verra bien. Évidemment, sans un sou, hein. Mais puisque vous le voulez, débrouillez-vous. Donc, ils n'ont qu'une idée, c'est d'aller voir Lopez. Ils vont voir Lopez, qui était en pyjama, chez lui, et ils disent, voilà, monsieur Lopez, il n'y a que vous qui pouvez sauver le Châtelet. Alors, il faudrait peut-être que vous remontiez ou l'auberge du Cheval Blanc, ou le Chanteur de Mexico, Méditerranée, ou Valse de Vienne, enfin. Et il dit, écoutez, si je reprends le Châtelet, d'accord, mais je le fais avec une opérette que je viens de créer à Lille, qui est formidable. C'est quitte ou double. Bah, de toute façon, c'était quitte. Et il crée cette pièce qui s'appelle Gypsy, dans laquelle apparaît Jacques Chazot, qui est venu faire la chorégraphie et qui danse le grand ballet du deuxième acte. C'est José Todaro qui est l'interprète principal, Maurice Baquet, toujours fidèle. Et cette opérette dont personne ne croyait le succès. Personne. Personne ne disait, ça va tenir un mois et puis c'est terminé, le Châtelet va fermer. Lopez est intelligent, il va demander à plein d'amis de coproduire la pièce, dont Alain Delon d'ailleurs, qui met de l'argent dans Gypsy, qui dit « Oui, ben, je t'aide ». Tout le monde y croit, sauf les pouvoirs publics, tout le monde dit « Absolument pas ». Et cette pièce a fait 600 représentations. Voilà, c'était un succès colossal, encore phénomène de société, parce que les couturiers qui ont participé comme Azzaro au costume disent il y a un style à créer, on va créer le mode gypsy, la mode gypsy, on s'habille en gypsy, des restaurants prennent le nom gypsy, etc., etc. Ça a été un phénomène de société, donc de 72 à 74, il y a, encore une fois, on est dans les 30 glorieuses, on est dans, tout marche bien, on est plus riche qu'aujourd'hui, et on a quelque chose qui fédère, qui nous entraîne, et qui crée un phénomène de société. Gypsy s'arrête, part en tournée pour 2 ans. Succès d'une opérette extraordinaire de Lopez, Les Trois Mousquetaires, avec les chevaux sur scène, une cascade et les chevaux qui passent à travers la cascade. Enfin, vraiment du grand théâtre, du grand Châtelet. Mais malheureusement, ils ont un peu trop joué avec l'histoire, un peu trop joué avec le livret. Et la pièce n'emportera pas l'adhésion totale du public, fait qu'elle s'arrêtera au bout d'1 an. Enfin, aujourd'hui, ce serait merveilleux, mais à l'époque, au bout d'1 an. Eh bien, le Châtelet va encore une fois fermer. Donc, il y a un repreneur qui se propose, qui évidemment remonte Valse de Vienne, Le Pays du Sourire, et qui lâche le Châtelet qui était trop gros à gouverner, mais qui prend Mogador et qui rejoue ce qu'il avait joué au Châtelet. C'est pas très intelligent, parce qu'on reste toujours dans la même soupe. Et puis, Jean Bauchet prend la concession du Châtelet pour 15 ans, et il dit, pareil, pour commencer, je veux une opérette de Lopez, et on crée une opérette, alors là, pareil, le faste extraordinaire, c'est Volga, qui a été joué plus de 500 représentations, où il y avait sur scène une troïka sur un tapis roulant qui passait avec les chevaux qui couraient sur le tapis roulant par derrière, pour traverser la scène comme ça. Ça avait demandé 3 mois de répétition supplémentaires, mais évidemment, le résultat est extraordinaire. Encore une fois, c'était du faste. Encore une fois, c'était du beau, c'était du bien fait, c'était de la qualité. Après Volga, on fait une reprise de Rose de Noël de Léard, qui est une pièce qui avait été faite avec plusieurs airs inédits de Léard, qui avait été créée en 58 par André Dassary. Pour les 20 ans, on le remonte au Châtelet, mais on sait déjà que c'est la fin. Et le 19 mai 79, le Châtelet ferme à l'opérette pour toujours. Monsieur Chirac, alors maire de Paris, veut en faire un théâtre populaire, plus populaire que l'opérette, je ne vois pas ce qu'il y a. Surtout qu'on disait que l'opérette n'était pas bien parce que c'était populaire. Mais enfin bon, vous savez, quand vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage. Et on arrête l'opérette au Châtelet, on veut y faire autre chose, on y fait des concerts, on y fait des... Alors on y fait venir des comédies musicales américaines, comme aujourd'hui, on ne voit pas tellement l'intérêt, alors qu'on a tout un répertoire français qui dort. On ferait peut-être mieux de s'intéresser à ce qu'il y a chez nous, plutôt que d'aller prendre ailleurs ce qui n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Lopez, qui a toujours une carte dans sa poche, prend le théâtre de la Renaissance. C'est là que je commence à travailler, moi, avec Lopez. Notre collaboration durera 15 ans. Je rentre, j'ai 16 ans, je faisais les petits rôles.
Et nous créons quelques opérettes sans grand intérêt, sauf peut-être Aventure à Monte-Carlo avec Georges Guettari, qui était plutôt sympathique. Et puis, après, il quitte la Renaissance, il va à l'Élysée-Montmartre, et là, on crée une opérette, mais sur un nouveau style, avec un décor un peu panoramique, qui fait plus de 20 mètres de long, comme ça. On joue sur le ring, mais habillé en scène de théâtre. Bon, pour moi, ce n'est plus de l'opérette, c'est ni fait ni à faire. Bon, je n'ai pas trop adhéré à cette période-là. Puis, il prend le théâtre de l'Eldorado, et là, je reviens et nous créons... il écrit pour moi 3 opérettes, dont La Belle Otero, que je crée avec Maria Candido, qui faisait La Belle Otero, dont la vie de La Belle Otero, enfin, la vie parisienne de La Belle Otero. Là, j'interprète Toulouse-Lautrec, c'est un rôle extraordinaire, et nous tenons quand même 1 an avec cette Belle Otero. Et puis après, nous créons Sissi, sur un livret de Nadine de Rothschild, où j'interprète François Joseph. Et ce sera la dernière véritable opérette que Lopez ait créée, à part une autre qui m'avait faite pour moi avant, qui est la Marseillaise, qui est romancée, mais qui est très intéressante, c'est toute la création de la Marseillaise par Roger de Lille. Eh bien, ce sont les 3 dernières partitions que Lopez écrira. Après, évidemment, il décédera en 94, et ce sera évidemment un grand trou pour l'opérette. Nous essayons de survivre en jouant ici ou là. L'opérette en province marche toujours, mais les pouvoirs publics essayent de diminuer les représentations, diminuer les subventions. Donc tous ces spectacles deviennent immontables. De toute façon, on ne veut plus de cette culture-là. On ne veut plus de cette culture plaisante, de cette culture gaie et enjouée qui ressemble au peuple français. On veut du noir, on veut de la laideur. Et ces spectacles-là n'ont plus le droit de citer. Aujourd'hui, il existe encore quelques représentations d'opérettes, mais croyez-moi, c'est très dur d'en vivre, et je conseillerais quiconque dans la jeunesse de me dire je veux faire ça, je dirais faites tout sauf ça. Vous prenez un métier, faites ça en dilettante, mais ne vous risquez plus là-dedans. Je pense que ça reviendra, parce que dans la vie, c'est la roue qui tourne, mais pour le moment, ce n'est pas évident. On veut nous rayer de la carte, on veut nous rayer de cette culture qui pourtant était bien française, et l'opérette aujourd'hui a pas totalement disparu, mais pas loin. Alors pour terminer, je ne retiendrai que cette phrase de Camille Saint-Saëns qui disait « L'opérette est une fille de l'opéra qui a mal tourné. Mais les filles qui ont mal tourné ont parfois beaucoup d'agréments. » Je vous remercie. Tu tiens en toi tout mon bonheur. Sans ton baiser, il meurt, car son soleil meurt les fleurs. Toi, mon beau chant d'amour, et pour toi ça il fleurira toujours, toi que j'adore. Oh toi ma douceur, redis-le-moi, je t'ai donné